Salut à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc on attaque avec trois petites choses comme d'habitude. La première, c'est un commentaire qu'on m'avait laissé sous mon article. C'est un commentaire très positif pour encourager les gens à faire le pas pour aller en Algérie. Deuxième, on parlera de ça. J'espère que vous y voyez quelque chose, que c'est pas trop pixelisé. Et troisième, un petit témoignage d'une jeune fille, très jeune, qui recherche ses ascendants. Donc on en reparle tout à l'heure, et on attaque avec le témoignage de Laban Bagdad. Oula, 6 spectateurs, vous n'oubliez pas de me faire un petit coucou, histoire que je ne parle pas tout seul, 8 spectateurs. On attaque Laban Bagdad. Salut Dan. Cher Paul, j'ai lu attentivement votre lettre ou votre commentaire et j'ai été à la fois ému et fasciné. Ému car vous décriviez votre amour pour cette ville que vous n'aviez pas connue auparavant et fasciné par votre sincérité. Je pense à mon avis que pour vous, visiter Oran, ville de vos parents et grands-parents, était plus qu'une nécessité, c'était une thérapie indispensable pour votre équilibre. Et ma satisfaction personnelle, c'est que vous n'ayez pas été déçu par votre séjour à Oran et que vous gardiez que de bons souvenirs, que vous aviez trouvé une hospitalité unique en son genre de la population oranaise. Salut Chantal, j'aimerais tant que beaucoup de vos compatriotes lisent votre lettre pour qu'ils sachent que l'Algérie, en majuscule, en général, et Oran en particulier, est une ville accueillante et que vous seriez toujours les bienvenus. Certes, à l'époque, tout nous différenciait et paradoxalement, tout nous unit. Cher Paul, encore une fois, en mon nom personnel et au nom de tous les Oranais vrais, nous tenions à vous remercier vivement. Salut oui. Alors je lis ce commentaire très dynamique parce que j'ai encore reçu un message aujourd'hui, je vous le dirai demain je crois, d'un enfant de pied noir qui me dit qu'il est retourné, alors lui c'est à Constantine, et qu'il a été super bien accueilli et qu'il était super heureux, qu'il a un cousin à lui qui veut y aller absolument. Salut Marie-Ange. Il y a un cousin à lui qui veut y aller absolument aussi, mais il a peur. Donc ce bonhomme-là, il lui dit à lui, mais il faut y aller, et il va y aller avec lui, l'accompagner au mois de septembre. Donc vraiment, si je lis ce témoignage-là, c'est pour les quelques personnes qui m'entendront, qui sont un petit peu comme moi, ou pas comme moi, j'allais dire même plus âgées, qui ont peur d'aller là-bas. Il y a véritablement un accueil qui est très fort, faut pas hésiter à franchir le pas parce que là-bas, vraiment, moi j'ai jamais eu le moindre petit souci avec qui que ce soit, on est très bien accueillis, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Chantal, les grands esprits se rencontrent, nous aussi sommes Oranais, tout à fait. Donc vraiment, si j'ai lu ce témoignage très positif, c'est parce que voilà, j'ai reçu des messages qui me disent, moi aussi j'y suis allé, et des enfants de pied noir. Hein. Moi aussi j'y suis allé, j'ai été super bien accueilli et tout. Mon cousin, il veut y aller mais il a peur, alors je vais y aller avec lui. Ça c'est bien aussi, je trouve. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'une fois qu'on y est allé en plus, nous, salut Dominique, une fois qu'on y est allé, nous, la seule chose qu'on a envie derrière, c'est d'y retourner. Et en plus d'amener des gens, parce qu'on sait qu'il y a une certaine appréhension, et on a envie de dire à l'autre, mais il n'y a pas de raison d'avoir appréhension, si tu veux je viens avec toi, je t'amène, et on y va, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que bien souvent, tout seul partir comme ça fait un petit peu peur, et quelquefois on a besoin d'être accompagné la première fois, et c'est très bien. Salut Théma. Donc vraiment, si je lis ce témoignage, c'est vraiment pour dire aux enfants de pieds noirs, même aux pieds noirs à vrai dire, que faut pas avoir peur de se lancer, on est super bien accueillis là-bas, quoi. Deuxième point, ça, en espérant que ce soit pas trop pixelisé, vous allez me dire, ça c'est actuel, et ça c'était avant. Alors ça, je pense que vous connaissez tous, hein. C'est la statue qui avait place d'Armes, qui a toujours place d'Armes. En fait, il y avait deux statues, celle qui est en haut, qui porte un nom quand même, hein, qui s'appelle la Gloire, et celle qui est en bas, qui n'y est plus, elle a été remplacée par un bas-relief du visage de l'émir Abdelkader. Mais en bas, il y avait avant, je vais essayer de vous le mettre là, cette statue-là, qui elle portait un nom qui s'appelait la France. Alors évidemment, celle-là, hop, elle est partie, et elle s'est retrouvée ici, tout près de chez moi, dans cet endroit-là, au milieu des vignes, perdues entre trois voiles, quelque chose comme ça. Salut Samir.
3 voiles. C'est très beau. Hein. Alors, il faut juste savoir quand même que les statues et moi, ça fait 2 à peu près. Hein. Enfin, ça faisait 2. Ça faisait 2 quand j'étais jeune. Hein. Moi, je passais devant. J'avais aucun regard pour les statues. J'étais un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le film de Charlie Chaplin, je pense que oui, mais peut-être que vous ne l'avez pas revu depuis longtemps, qui s'appelle Les Lumières de la Ville. C'est Les Lumières de la Ville, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur YouTube. Il commence avec l'inauguration d'une statue. Et la statue, elle est recouverte d'un grand drap blanc, et bon, on voit la scène, il y a une inauguration et tout ça, puis ils enlèvent le grand drap blanc, et il y a Charlot qui est en train de dormir dans la statue. Et ensuite, il va se réveiller et tout ça, mais comme il y a l'inauguration, personne ne va le déranger. Alors lui, il va commencer à faire tout un tas de pirouettes là au milieu. Et en fait, il est dans, j'allais dire, il casse les codes, quoi. Il est en train comment dire, de ne pas respecter la statue, parce qu'il s'en fiche complètement. Lui, il est là parce que c'est un SDF, on va dire ça comme ça, un clochard, et qui vit dans la statue. Salut Annie, je suis là, mais la réception est mauvaise. Vous allez me dire, hein, un monument de Charlie Chaplin, Lamplights. Ouais, je vous conseille vraiment de le regarder, au moins le début, il doit être sur YouTube, quelque chose comme ça. Il y a une statue là, bon, et puis il respecte pas, il en a rien à faire, hein, parce que c'est pas son problème à lui. Et ben j'étais au fond comme ça, moi, c'est-à-dire que moi les statues, ça faisait 2. Et je pense que les statues, notamment les monuments aux morts et les choses comme ça, c'est vraiment des choses qui commencent à arriver dans le cerveau quand on intègre la temporalité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai plongé dans le grand, j'ai commencé à plonger dans la temporalité, et là, j'ai commencé à m'intéresser aux statues. Et alors, je m'y suis tellement intéressé que cette statue-là, quand même, elle est à une quinzaine de kilomètres de chez moi, hein, et j'ai su très très vite qu'elle était à une quinzaine de kilomètres de chez moi, et là où on aurait pu penser que j'allais me jeter dessus pour voir à quoi elle ressemblait, j'ai quand même mis 9 mois avant d'y aller. Hein, parce que elle me faisait peur. Voilà, les statues, quand elles commencent à prendre du sens, elles font vraiment peur. Et alors moi, j'avais peur d'y aller. J'avais peur de la voir, et je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas. Et j'ai mis 9 mois avant d'y aller. Et quand j'y suis allé, j'étais dans un état très moyen. Alors j'ai quand même un petit moyen de me mettre dans un état plus correct quand je me retrouve devant une statue comme ça, qui a de l'importance pour moi. C'est qu'en général, hop, je la touche. Je m'amuse à mettre ma main sur sa joue, comme ça, de manière à, je sais pas trop, de manière sûrement à me dégager de son côté impressionnant, parce que c'est vrai que quand on est proche de la statue, mais on a presque l'impression d'avoir quelqu'un, hein. Quelqu'un là, et c'est très, très impressionnant, en tout cas moi ça m'impressionne. Et alors je pense que pour me désimpressionner, je mets la main sur la joue de la statue, comme ça me fait un petit quelque chose, mais bon, ça me la dévitalise en quelque sorte, et j'arrive après à vivre à côté de la statue et à la regarder sans trop de problème. Dan me dit, il faut absolument visiter le cimetière de Tamasouet. Ouais, j'y suis allé bien sûr, hein. Malgré son état un peu délabré, de très beaux monuments ont résisté au temps. Alors ça c'est sûr, ça c'est autre chose aussi, que je ne faisais pas avant, c'était me promener dans les cimetières. Moi, il a fallu que j'attende que ma mère soit morte, et elle est morte en 2009, moi je suis de 69, donc j'avais 40 ans. Salut Laurent, j'avais 40 ans, et donc c'est la première fois, je pense, que j'allais dans les cimetières. Et je suis allé dans le cimetière de ma mère, et là je me suis rendu compte qu'il y avait des superbes caveaux, parce que c'est le cimetière historique de Bordeaux, et qu'il y a des caveaux qui sont magnifiques. Et il y a même des gens importants, hein, comme le peintre Goya, qui est enterré au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Et puis il y a de très beaux caveaux. Mais enfin, les cimetières, c'est pareil, hein, je pense que c'est à un certain âge qu'on commence à se promener dans les cimetières, et qu'en plus on y trouve un certain plaisir, sauf si évidemment on est lié à des morts qui ne sont pas normales, hein. Je ne sais pas si on a son enfant qui est mort et tout ça, ça ne doit pas être super rigolo dans les cimetières, mais enfin bon, moi c'était dans l'ordre des choses, c'était ma mère, donc voilà, j'y allais, et puis en même temps je regardais tous les caveaux, et je me disais, mais il y a des choses magnifiques là-dedans, hein. Et finalement assez souvent je me promène dans les cimetières, hein. Nathalie me dit, Tamasouet, il est vachement bien entretenu, j'y étais en septembre, c'est chouette. Alors moi je ne l'ai vu qu'en 2014, et le fait est qu'il était bien entretenu, mais alors là il faut tirer un coup de chapeau au CSCO, hein, qui quand même a pas mal réussi à récupérer des subventions pour faire en sorte de remettre en place certains caveaux qui étaient abîmés, hein.
Parce que sinon, tous les petits cimetières qui sont dans les petits villages, ils sont quand même pas en super grand état. Hein. Par contre, je viens d'avoir quelqu'un là et de discuter de Constantine avec lui, et il me disait, bah, le cimetière de Constantine, il est super bien entretenu. Donc je pense que dans les grandes villes, les cimetières tiennent bien le coup. Par contre, dans les petits villages, il y a quand même eu des petits problèmes. Hein. Nathalie me dit, je recherchais le caveau de la famille de mon médecin à Laon, dont on ne savait pas le lien avec la Gérique, encore un trait de tracé. Bah oui, c'est sûr. C'est très important les cimetières, parce que ça permet de tracer des traits, ça c'est vrai. Et puis ça permet de voir des endroits très importants. Je suis en train de dériver, je ne sais pas si je ne vais pas raconter tout ça demain sur la place d'Armes, mais je vais en profiter qu'on est dans les cimetières. Salut Lidou. Dan me dit, page de pub, il faut adhérer au CSCO, il faut un travail formidable. Mais ça, c'est sûr qu'ils font un travail énorme, hein, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas dans quel état seraient les cimetières. Mais alors, les cimetières, pour donner un petit exemple de l'importance des cimetières pour les familles, je vais prendre mon exemple, moi, qui m'a permis de décoder quelque chose de très compliqué à décoder, et je ne l'aurais pas pu le décoder. Je vais revenir à ma mère qui est morte le 15 février 2009. Et si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit dans un live précédent, la petite, elle est morte le 15 février 1954 à Lyon. D'accord? Alors on se retrouve avec deux hasards, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec Lyon, encore une fois, et on se retrouve avec le 15 février. Et alors, ce qui est très intéressant à noter quand même, c'est que quand je suis parti dans les papiers, pour regarder dans les papiers de famille, je me suis rendu compte qu'en vérité, la sœur de ma mère, elle n'était pas morte le 15 février 1954, elle est morte le 14 février 1954 à l'hôpital Édouard Herriot. Or, sur la tombe à Oran de la petite, il y a marqué 15 février 15 février 1954. Ça veut dire quand même que ma grand-mère, qui était assez, je ne sais pas comment dire ça parce que je ne vais pas trouver le mot, mais enfin, qui était pas très nette, et qui obligeait quand même ma mère tous les dimanches matins, avant de partir à la plage des Andalouses et tout ça, il fallait passer au cimetière, et puis il fallait que ma mère, elle aille embrasser la tombe. Donc c'est pour dire que ma mère, ça l'a quand même pas mal traumatisée sous cette histoire. Ça veut dire que ma mère, tous les dimanches matins, ce qu'elle voyait quand même sur la tombe, elle voyait écrit 15 février 1954. Or, la vérité, c'est que sa sœur, elle est morte le 14 février. Mais sur la tombe, il y avait marqué le 15 février. Et ma mère se retrouve à mourir le 15 février 2009. Je me demande, au fond de moi, j'aurai jamais la réponse, mais s'il y avait marqué sur la tombe 14 février 1954, je me demande si ma mère, ça ne serait pas le 14 février 2009, qu'elle serait partie ailleurs. Donc je trouve que les cimetières, les tombes, c'est quelque chose qui est très important à conserver parce qu'il y a des marques beaucoup plus subtiles et importantes qu'on pourrait croire. Les papiers, ça suffit pas. La tombe, là, je sais que c'est parce que ma mère, l'ombre de Dieu, ben je sais pas, là tu vois, pour le coup, c'est pas l'ombre de Dieu. Pour le coup, ça m'a sorti de l'ombre de Dieu parce que je me disais, ben c'est le hasard, c'est incroyable, ça a dû la travailler, tout ça, c'est incroyable ce hasard. Mais là, pour le coup, c'est pas du hasard parce que je me suis dit, mais non, c'est qu'en fait, la petite, elle est morte le 14, mais sur la tombe, il y avait marqué le 15. Et ce que ma mère a vu tous les dimanches matins en devant aller au cimetière, c'est que c'était le 15, que la petite était morte, et elle, du coup, je ne sais pas l'expliquer ça, hein, mais elle, du coup, bah, elle est morte le 15 février 2009. Du coup, je pense que les cimetières, les tombes et tout ça, c'est très important, même pour les descendants, d'aller voir à quoi ça ressemble, de bien regarder les dates, de bien regarder qui est mort, de bien regarder tous les trucs, parce que c'est comme ça aussi que j'ai vu à côté le message qu'il y avait, parce qu'il y a Edmond Souler qui est mort à Santa Cruz lors du débarquement américain, et c'est là que j'ai bien vu tout le message qu'il pouvait y avoir, donc mine de rien, ce sont des choses qui sont très importantes. Les mères étaient space en ce temps-là. Ben non, mais ça c'est sûr, hein, Nathalie, hein, tu as raison de dire ça, parce que quand je pense que ma grand-mère obligeait ma mère à aller tous les dimanches matins avant de partir à la plage, c'est-à-dire que toute la famille partait à la plage, ben, elle obligeait ma mère à aller au cimetière pour embrasser la tombe de sa sœur, mais moi j'ai des écrits de ma mère qui disent surtout je ne veux pas d'enfants pour qu'ils aient jamais à vivre ça. Donc c'est quelque chose qui est assez terrible. Et encore une fois, je maintiens que les cimetières, les tombes et tout ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que souvent, ou parfois en tout cas, ça permet de décoder certaines choses. Ça permet de décoder certaines choses. Bon, ben voilà, j'ai dérivé sur les cimetières, c'est super gai. Donc je vais me garder, je crois, la place d'Armes pour demain et revenir sur la statue, parce que sinon, là, je vais faire 3 quarts d'heure, hein, et c'est pas la peine. Alors je vais passer directement à la fin, c'est-à-dire
Je te causerai un jour de la mère de mon mari. Tu vas avoir plein de choses à me raconter, Nathalie, ça va être génial. Hein. Ça, je sens que tu as une histoire cachée qui est particulièrement riche. Donc, je vais essayer de trouver tac-tac. Voilà. Je vous lis un message que j'ai reçu par mail. Et en fait, il y a assez longtemps, je l'ai reçu le 11 mai. Le 11 mai, c'était l'anniversaire de ma petite déjà, et puis c'est le jour où j'ai posté l'article qui a fait le tour du petit monde pied noir, ou je ne sais pas exactement quel petit monde, mais il a fait un tour, il a été lu 4000 fois. Hein, genre, et il continue d'être partagé. Là, j'ai encore des gens qui m'envoient des messages et tout ça. Hein. J'en parle plus parce que je ne vais pas en parler tous les jours. Hein. Mais enfin, c'est un espèce d'article qui continue à faire sa petite vie, et de temps en temps, tac, je reçois des choses. Mais celui-là, je l'ai reçu le jour où j'ai posté, puis je ne l'ai pas vu. C'était dans ma boîte mail. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas vu. Et il me dit, et là je vais vous demander hein, si vous arrivez à répondre à cette question, parce que moi je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il me dit, bonjour, je viens de découvrir votre blog sur le travail de mémoire familiale à Oran. Petite fille d'espagnol oranais depuis 1885, voire même avant, ils partent en France en 1916. Je cherche à reconstituer le puzzle familial. Merci d'avance pour vos conseils. Donc ce qu'elle a l'air de me dire là, c'est qu'elle a des ascendants espagnols, pieds noirs, assez lointains quand même, puisque au moins 1885, mais apparemment avant, mais ils partent en 1916. D'accord ? Ils ont l'air, ils partent en France en 1916. Donc c'est des pieds noirs hein, qui sont restés peu de temps, des pieds noirs espagnols qui sont restés peu de temps, semble-t-il, si je comprends bien ce qu'elle m'écrit. Et elle me dit, je cherche à reconstituer le puzzle familial, merci d'avance pour vos conseils. Eh ben, je ne sais pas du tout quoi donner comme conseil pour reconstituer le puzzle familial, un puzzle familial si ancien, parce que moi, le puzzle familial, je le trouve intéressant à partir du moment où on peut vraiment resituer les gens dans le contexte. C'est-à-dire si on est capable... Un outil de généalogie intéressant, myheritage.com. Oui, bah c'est celui que j'avais. Je me suis lancé un peu dedans, mais je ne suis pas un fanat de généalogie parce qu'en fait, et pourtant j'aime bien hein, la technique et tout ça, mais je ne suis pas un fan de généalogie. Ce que j'aime bien, moi, en fait, c'est les contextes. Parce que je ne crois pas à la généalogie en circuit fermé. Je crois aux gens qui sont placés dans des endroits particuliers et des endroits qui agissent sur eux. Alors évidemment qu'il y a les histoires familiales, et puis j'en suis la preuve vivante, hein, il y a des histoires familiales qui triturent les familles, et c'est embêtant. Mais enfin bon, les familles, elles vivent pas dans l'espace intersidéral, elles vivent hein, à des endroits bien précis, à des époques bien précises, et c'est vrai que, enfin, moi, quand on me demande quel type de conseils je pourrais donner pour reconstituer les puzzles familiales, je suis partagé. Je pense que oui, en effet, un outil de généalogie comme myheritage.com, c'est quelque chose d'important. Je m'en suis servi moi-même, notamment pour la généalogie du côté de mon père. Mais je ne suis pas un grand fanat, je ne plonge pas comme des malades. Ça donne des points de départ pour avancer et démêler les pelotes. Non mais ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Je dois être un cas particulier. J'ai fermé les archives et moi j'ai plongé dans le contexte et ensuite j'ai ouvert les archives quelques mois plus tard pour placer les gens dans leur contexte. Parce que sinon, j'avais peur de tourner dans la famille comme ça. J'avais peur de tourner dans la famille et de tout expliquer par la famille. Or, je ne suis pas convaincu que tout expliquer par la famille, hein, ce soit spécialement la bonne solution, même si évidemment ça peut donner des résultats. Mais j'allais dire, ma famille, moi, quand je l'ai intégrée dans Orange, j'ai commencé à comprendre pourquoi les uns et les autres réagissaient comme ça. Donc, je cherche à reconstituer le puzzle familial. Alors évidemment, je pense qu'il faut partir dans les archives, et sûrement qu'il faut batailler en plus à Nantes, puisque je crois bien que c'est à Nantes qu'il y a tous les papiers officiels des rapatriés d'Algérie. Peut-être parce que toi, tu avais les archives, chanceux. Non, mais ça c'est vrai en plus. Hein. Ça c'est vrai, j'ai eu des parents qui ont écrit. Enfin, mon père, il a gardé énormément d'archives. Parce que voilà, il est comme ça, il aime bien toutes les archives et tout ça, puis peut-être que ça a un rapport quand même avec tout le traumatisme. Et ma mère, elle a beaucoup écrit, c'est une prof de français en plus, elle passait son temps dans sa chambre à lire, et à écrire. Donc en fait, j'ai récupéré, c'est vrai, de son côté à elle, beaucoup d'écrits, et de son côté à lui, à mon père, pas mal d'archives, et puis il était vivant, donc j'ai pu l'interroger, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc, reconstituer le puzzle familial, quand on n'a pas d'archives et quand les gens sont plus là,
je sais pas très bien comment faire. Aller à Nantes, ça c'est sûr. Aller à Nantes, hein, et aller récupérer les papiers. Et alors sur Internet, de plus en plus, c'est quand même possible de récupérer des choses sur, je sais plus comment ça s'appelle, sur un site algérien où on peut récupérer des états civils algériens quand même. Donc voilà, mon conseil à moi en tout cas, mais c'est un conseil bizarre, hein, c'est le mien. Il ne faut pas le prendre comme une règle générale, mais mon conseil à moi, c'est de bosser le contexte quand même. Et ensuite de mettre les gens dans le contexte là-dedans, parce que le puzzle familial ne fonctionne pas qu'en circuit fermé, ils sont vraiment dans des époques très précises. Dan me dit en ligne, j'ai retrouvé l'acte de naissance de ma grand-mère, hein, née en 1891 à Sidi Chami. Oui, 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 ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je sais que mon cousin, qui lui a beaucoup bossé, et heureusement pour moi, tant mieux, hein, il a beaucoup bossé la partie des soulaires. Il est allé en effet récupérer les actes de naissance alors de mes ancêtres, hein, juifs arabes de Tlemcen. Donc il est remonté jusqu'en 1842 pour la naissance de Shlomo Ben Beroun, et même remonté, je pense, un petit peu avant. Et c'était très important parce que quand même sur ces actes de naissance, il y avait des signatures qui étaient écrites en juif. Donc je dis pas que c'est pas important, hein, je pense même que c'est assez fondamental d'avoir ça, ça aide en tout cas. Mais je crois que d'avoir les deux, c'est-à-dire ça et de l'autre côté le contexte, je trouve que c'est quelque chose qui est important. S'il n'y a que le côté familial, à mon avis, on rate quelque chose. Et puis s'il n'y a que le contexte, évidemment, on n'a plus la famille, donc c'est pas rigolo non plus. Donc voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Alors ma place d'armes, elle est complètement passée à la trappe. On a fait les cimetières. Bon, ben pourquoi pas les cimetières, hein, c'est super gai. Mais enfin bon, j'ai appris à aimer les cimetières énormément. Ce qui est incroyable, hein, j'aurais jamais cru. Mais j'ai appris à aimer les cimetières, de même que j'ai appris à aimer les monuments aux morts, etc., etc. Et maintenant, il me reste un monument, par exemple, que j'aimerais beaucoup voir et que j'ai pas vu, c'est la Jeanne d'Arc dorée qui était devant la cathédrale, et qui a été rapatrié à Caen, place de la Résistance. Alors je sais tout ça, hein, et puis je me dis, bon Dieu, le jour où j'irai à Caen, c'est évident que le premier truc que j'irai voir, c'est cette Jeanne d'Arc à cheval dorée qui était devant la cathédrale et qui a été rapatriée là-bas, je sais plus trop en quelle année. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Si vous avez des petites choses à rajouter, des questions à poser, des choses comme ça, je crois que demain, je ferai la place d'armes et je vous raconterai un petit peu cette histoire de statue. Parce qu'il y a des choses sympathiques à raconter sur la manière dont elle est arrivée à Oran et tout ça, qui est-ce qui l'a faite. C'était un artiste et puis il avait un peu la grosse tête et tout ça, c'était rigolo. Donc voilà, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des petites questions à me poser, je vous remercie en tout cas d'avoir participé. C'est toujours super d'avoir tout ce petit monde qui parle à fond. Ça me motive et ça me fait bien rigoler aussi. Donc voilà pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Nathalie, on est dissipé. Les cimetières, il y a des trucs super. Demain, on sera sage promis. Ah non, je veux pas que vous soyez sage. Hein. Je veux vraiment pas que vous soyez sage. Parce qu'alors, quand même, s'il y a un truc qui est pas génial, c'est de parler tout seul devant son portable. Donc, je vous jure que quand vous mettez des commentaires, à chaque fois, je fais un petit ouf intérieur. Je me dis, chouette, j'ai une question, j'ai quelque chose. Lidou, mille merci. Ben, merci à toi d'être là, surtout, je suis content. Donc, tant que vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, allez-y à fond. Parce que parler tout seul devant mon portable comme ça, c'est un peu déprimant. Quand ça m'arrive de temps en temps de raconter des choses bizarres, un petit peu comme hier, demain on te met le feu. Mais si tu veux, mets le feu, Dan. Mettez le feu, je m'en fiche complètement, ça me va bien. Mais parler tout seul dans son portable là, des fois, ça m'arrive dans certains lives, un peu comme celui d'hier à Lyon, quand on raconte des choses bizarres comme ça, on parle tout seul. J'éteins et je me dis... Oh là là, qu'est-ce que c'était ce live? J'étais tout seul en train de raconter mes petits trucs, je suis un dingue. Voilà, mais aujourd'hui vous avez dit plein de choses, donc c'est super. Je vous remercie d'avoir été là, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Demain, 19h, heure française, 18h, heure algérienne. Et je vous dis, ciao.